Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief. Il s'agit donc véritablement du premier projet de loi de finances du gouvernement Akhnouch, celui de l'année 22 ayant été hérité de l'équipe de Saad Din Al-Tbani, même si le RNI d'Aziz Akhnouch était puissamment présent dans cette équipe. Mais ça, c'est une autre histoire. Cela étant, le projet de loi de finances 2023 est plus compliqué que celui de 2022 pour une double raison. D'une part, la situation de crise se complique avec une sécheresse qui semble devenir structurelle, la troisième en 4 ans, et une guerre de haute intensité qui menace tous les équilibres et approvisionnements mondiaux. Et d'autre part, un gouvernement armé d'une solide ambition et d'une tout autre aussi solide volonté de jeter les bases du fameux État social. Résultat, pour faire simple, de grands besoins en argent et des perspectives difficiles d'en rentrer dans les caisses de l'État. Dès qu'il a été soumis à la première chambre, celle des représentants, le PLF a fait l'objet d'un tir groupé des professions libérales qui vont devoir s'acquitter de leurs impôts plus et mieux avec le fameux et très controversé système de la retenue fiscale. Mais il n'y a pas que cela qui ait suscité le scepticisme, voire la mauvaise humeur des contribuables. Nous parlerons donc de tout ça avec nos invités. Leila Andalussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte comptable, dirigeante du cabinet ABS Consulting, Casablanca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Marhaba. Adil Halimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Finance News, Casablanca aussi. Ouais, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Docteur Mohamed Zidouh, bonjour. Bonjour, Saad. Vous êtes conseiller Istiqlal à la deuxième chambre et médecin chirurgien. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. On y va. Marhaba, on y va. Alors, une question groupée pour sacrifier la tradition, donc pour chauffer un peu les choses et planter le décor. Question donc pour vous trois. Si on lit et on écoute les médias et les réseaux sociaux, le PLF est très perfectible, comme l'ont été d'ailleurs tous les précédents. À chaque fois qu'il y a un PLF, il y a une levée de bouclier. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà en dire, c'est qu'il est très ambitieux. Alors, je commence par vous, docteur Zidouh. Dans cette année d'incertitude et une année 2023 encore plus incertaine, est-ce que c'était le moment de placer la barre aussi haut? Je vous remercie une autre fois pour votre invitation. Mais je pense que dans tout gouvernement, l'ambition doit exister. Parce que j'estime que placer des ambitions pour l'intérêt social et l'intérêt du pays sur le plan d'investissement, sur le plan des équilibres, sur le plan de développement économique, je pense que c'est une qualité qui est très bien vue. Néanmoins, évidemment, si on veut parler, est-ce que le gouvernement a une chance pour réaliser ses ambitions? Effectivement, on passe par une période extrêmement difficile. Vous l'avez bien dit lors de votre introduction. Vous avez parlé de la guerre de l'Ukraine, vous avez parlé de la sécheresse, vous avez parlé de cette flambée des prix de pétrole. Bien évidemment, ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais néanmoins, la solidité économique de notre pays et la volonté politique du gouvernement, je pense qu'on pourra quand même faire face à ce défi. Merci, docteur Zidouh. Leila Andalussi. Je vous réitère de nouveau mes remerciements à cette émission de débrief, effectivement, où donc on va échanger autour du PLF 2023, qui est un sujet d'actualité qui interpelle les citoyens, qui interpelle l'entreprise, qui interpelle l'État dans ses politiques publiques et dans son programme économique et social. Et donc, le vote de cette loi est imminent. Donc, elle vient de passer le cap de la Chambre des représentants. Elle va être présentée à la Chambre des conseillers et de nouveau revotée. Alors, votée, en fait, vers mi-décembre. Alors, pour répondre à votre question par rapport à l'ambition, effectivement, lorsqu'on voit le taux de 4% qui a été fixé, dans le contexte actuel dont vous avez parlé, dans cette zone de turbulence qui est caractérisée par ce que donc, vous avez cité tout à l'heure à juste titre, effectivement, cette loi de finances paraît bien ambitieuse. Mais aujourd'hui, nous héritons d'une situation aussi très difficile sur le plan social au niveau notamment dans laquelle les conséquences du Covid continuent à se faire ressentir. Les entreprises connaissent actuellement des taux de défaillance assez importants. La dernière étude d'Inforisque a révélé qu'il y avait une augmentation de 10% de ce taux au niveau des entreprises. Et donc, je pense que tout cela justifie le fait qu'on a besoin d'actions d'envergure, on a besoin de budget d'envergure. Et
Et ça doit effectivement se manifester au niveau de cette loi de finances. Maintenant, on remarque que même le budget d'investissement atteint des niveaux records. Déjà en 2022, on était à... On rentrera, si vous permettez, on entrera dans le détail tout à l'heure. C'est juste pour... pour terminer, l'ambition se matérialise aussi au niveau du déficit budgétaire. Ça révèle qui est fixé à un taux de 4,5% par rapport à un taux de 6% qui était prévu pour 2022. Et donc ça aussi, ça dénote une ambition en matière de gestion de ce déficit. Et maintenant, on se pose la question, comment on va réussir à le maîtriser? Est-ce qu'on ne va pas serrer les taux de la fiscalité? Alors on entre dans le détail tout au long de l'émission. C'est vrai ce que vous dites, plus personne ne parle véritablement de la sortie Covid. On a été tellement happé par les autres problèmes que plus personne n'en parle véritablement. Adil Halimi, donc, pour compléter le tour de table sur le PLF. PLF ambitieux, vous avez raison de le dire. Un petit chiffre, très rapidement pour s'en convaincre, c'est 300 milliards de dirhams. C'est le budget d'investissement prévu en 2023. Jamais un gouvernement n'avait prévu un budget d'investissement aussi important que cela. C'est un chiffre qui est élevé et c'est un chiffre qu'il va falloir financer dans des conditions monétaires qui se resserrent au Maroc, dans des conditions monétaires qui se resserrent à l'étranger, dans un contexte d'inflation, de crise, etc. Et donc oui, je crois que c'est un budget qui est ambitieux avec ces 300 milliards d'investissements. Il va falloir les financer. Il va falloir prier pour que la sécheresse nous épargne un tout petit peu cette année et que la situation à l'international s'améliore, s'adoucisse pour qu'on puisse s'en sortir. Ça fait beaucoup de vœux. Oui, docteur Zidane. Vous savez, lorsqu'on fait une loi de finances, en prenant compte de la difficulté et de la conjoncture politique internationale et nationale, ça stipule aussi de tracer certaines des idées où on veut atteindre. Et par là, je voudrais interpeller une chose, c'est que le gouvernement aujourd'hui va pouvoir faire des modifications des lois qui vont pouvoir lui donner cette possibilité d'avoir des financements dans le cadre des investissements. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas quand même créer des nombre d'emplois qui a été déjà dans le cadre du gouvernement d'arriver à atteindre d'ici la fin du mandat 1 million d'emplois sans faire un investissement. Pour arriver à un investissement important qui peut être générateur d'emplois et pour être générateur de taux de croissance, ça stipule qu'on doit faire des modifications au sein de la gestion, au sein de la qualité de la gestion, et on doit gérer le pays dans le cadre d'une économie qui doit être productrice et non pas dans un cadre d'une vision d'une gestion politique qui doit être quand même soit bloquer l'évolution économique ou bien bloquer aussi l'émancipation de toute une population. Ben écoutez, nous on espère. Je voudrais revenir sur... Je vous sens intarissable, mais là je vais quand même essayer de maîtriser le temps. Allez-y, je voudrais revenir sur ce budget d'investissement record de 300 milliards de dirhams, qui représente un peu plus de 20% du PIB et qui concerne tout investissement confondu, fonds d'investissement Mohamed VI, celui des établissements publics, celui des collectivités territoriales. Et donc effectivement, il y a un effort extraordinaire qui a été fait. Maintenant, je rejoins ce qui a été dit. Il est important aussi de s'assurer que c'est du rendement de cet investissement. Et pour cela, il y a lieu aussi de veiller, de surveiller, d'évaluer en amont tout ce qui se fera de façon à ce qu'il puisse être efficient. Alors on va essayer quand même de caser toutes les questions. Je vais finalement certainement y arriver. Léla Andalouci, je reste avec vous. Vous parliez tout à l'heure du taux de croissance de 4%. Alors on est à 1 an et demi après la présentation du nouveau modèle de développement. On est à un peu plus d'1 an après la déclaration des politiques générales du gouvernement qui prévoyait un peu moins de 4%, enfin ou 4% de taux de croissance moyen sur le mandat, alors même que le nouveau modèle de développement requiert bien plus, 6% sur les premières années, plus tard. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce PLF 2023 est un outil d'exécution de ce nouveau modèle de développement? Et comment mettre en œuvre ces chantiers? Je sais que c'est une question très vaste, mais je vais vous demander quand même d'y répondre d'une manière succincte, de manière à ce qu'on puisse avancer sur cette question. Alors effectivement, je pense que l'année 2021 a été jalonnée par deux événements majeurs. D'abord la présentation de la vision du nouveau modèle de développement
et l'investiture en octobre 2021 du nouveau gouvernement qui avait fixé, dans le cadre du projet de loi de finances 2022, un taux de croissance, vous avez dit un peu moins de 4%, il était exactement de 3,4%. Je pense que c'est un taux de croissance qui était prudent, eu égard à la situation économique où on se trouvait encore en 2022. Certes, en 2021, nous avons noté, nous avons une bonne année agricole et qui a permis d'accroître ce taux de croissance à 6 ou 7%, mais à partir de 2022, donc on a replongé. Et donc, ce taux de croissance de 4,5%, à mon avis, ne devrait pas être comparé par rapport au taux cible, le taux de croissance annuel qui est prévu par le nouveau modèle de développement. Donc, ce taux de 6% dont vous avez parlé est un taux qui résulte d'un modèle et qui est prévu à long terme, qui résulte d'une vision de transformation d'une économie et qui prendra du temps. Donc c'est un processus à long terme et la loi de finances est un niveau d'exécution à court terme de ce modèle et de ces grandes orientations qui sont prévues donc, au niveau par les nouveaux plans comptables. Entre PLF Alors effectivement, et ça NMD. ne pose pas de problème, mais même au niveau du nouveau plan du nouveau modèle de développement, il est prévu une période d'amorçage durant les premières années, donc jusqu'en 2025. Et il n'est pas possible, à mon avis, d'atteindre tout de suite ce taux de 6% qui résulte d'une gestion systémique, d'un ensemble qui résulte aussi de la mise en œuvre de plusieurs axes, de plusieurs piliers qui sont l'économique, la valorisation du capital social, l'inclusion, etc. Donc c'est tout ça qui va faire que le taux de croissance va à la fin atteindre ce taux de 6%. Alors que la loi de finances aujourd'hui, elle est à sa deuxième année après la présentation de ce modèle de développement et je pense qu'elle est en train d'amorcer, en fait c'est une loi de finances d'amorçage du modèle. Espérons, principalement. Merci. Très bien. Adil Halimi, on revient sur les hypothèses de ce fameux projet de loi de finances. On revient un peu sur le taux d'inflation, on revient un peu sur la production céréalière, on revient un peu sur les prix de l'énergie. Est-ce que vous pensez est-ce que vous pouvez les rappeler déjà, hein? Est-ce que vous pensez qu'elles ne sont pas dépassées? Est-ce qu'elles sont crédibles? En fait, mon cher Aziz, ces questions, elles reviennent souvent à chaque PLF. Est-ce que les hypothèses sont crédibles? Surtout en ce moment, surtout cette année, oui. On arrive à se projeter sur une année alors que le projet commence à être réalisé en juillet, août, septembre. Il faut savoir que dans sa démarche, le gouvernement va tenir compte un peu des rapports qui sont réalisés par les institutions internationales, FMI, Banque mondiale, etc., mais également sur ses propres projections. Est-ce que les hypothèses sont crédibles? Je rappelle les principaux points. On s'attend à une croissance autour de 4%, à un déficit qui serait également autour de 4%, et puis une inflation à 2%. Vu comme ça de l'extérieur... Elle est à combien l'inflation aujourd'hui? Elle est à 8%. Mais il y a un effet de base, c'est-à-dire que 2% par rapport à 8% d'augmentation cette année. Donc, si vous voulez, le gouvernement prévoit qu'à horizon 2023, l'inflation serait à 10% si on la compare au début de l'année 2022. Donc il y a un effet de base, 8% en 2022 et 2% en 2023. Donc les 2% de 2023 sont calculés sur 8% de 2022. Donc il y a un effet de base. Et c'est ça où les gens, un peu, où l'opinion publique a l'impression que les hypothèses sont trop optimistes. C'est le fait qu'on ne considère pas cet effet de base dans le calcul. On a eu beaucoup d'inflation cette année. Et donc, le peu d'inflation qu'on projette pour l'année prochaine, on a l'impression que c'est une projection qui est modérée. Mais en réalité, c'est une projection sur un chiffre qui est déjà élevé. Est-ce que les hypothèses sont importantes? Je ne crois pas que le gouvernement a fait sur les matières premières, gaz, butane, etc., carburant. Le gouvernement n'a pas fait l'hypothèse d'une correction violente des matières premières l'année prochaine. On fait le pari que les matières premières vont se stabiliser l'année prochaine. Et on fait aussi le pari, là par contre je trouve que c'est une hypothèse de travail qui est très risquée, que l'année agricole serait une année normale. Vu qu'on est là fin novembre,
La pluviométrie a tardé. Il y a des mesures qui sont prises à côté pour compenser la faible pluviométrie, mais quand même, on n'aura pas une année agricole normale, ce qui fait que la croissance, les objectifs de croissance pour l'année prochaine à 4 ou 4,5%, peut-être que c'est là le chiffre qui paraît le plus optimiste, on va dire. Et à côté, on a aussi le chiffre de l'inflation, ou plutôt, excusez-moi, du déficit autour de 4, 4,5%. Ça va vraiment dépendre du contexte international, comment il va évoluer. On l'a vu cette année, le budget de la compensation a complètement dérapé à cause de la hausse des prix à l'étranger et à cause des mesures de soutien qu'a mis en place le gouvernement. Donc si l'année prochaine, on est dans la même configuration, ces dépenses-là vont déraper et on aura un déficit un peu plus important à gérer, sachant que cette année déjà, on n'arrive pas à correctement gérer notre déficit. Il y a des tensions sur le marché de financement intérieur au Maroc et la dette à l'étranger devient de plus en plus chère. Donc, c'est ces sujets-là d'attention qu'il faudra gérer l'année prochaine. Alors, docteur Zidouh, vous êtes donc conseiller à la deuxième chambre au nom du parti de l'Istiqlal, donc la majorité. Vous avez reçu ce PLF adopté par la première chambre. Point fort, point faible. C'est-à-dire les points forts que vous voulez garder en tant que majorité et les points faibles sur lesquels éventuellement il pourrait y avoir des amendements. Bon, je voudrais d'abord attirer votre attention sur lorsque le gouvernement est au-dessous de ses ambitions et des critiques. Lorsqu'il est au-dessus de ses ambitions, il est aussi critique. Moi, je préfère avoir un gouvernement qui a une ambition telle, importante, et que ça témoigne de ses ambitions. Critique pour critique, autant y aller, quoi. Voilà, non. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'on ait une ambition, parfois même si ça dépasse un petit peu les moyens du pays, mais au moins qu'on trace une visibilité qui est ambitieuse. Parce que qui va gagner finalement? Lorsqu'on a une telle ambition, on va gagner. C'est l'État qui va gagner, c'est le pays qui va gagner, c'est la population qui va gagner. Donc pour la loi de finances actuelle, qui a été présentée à la deuxième chambre après modification, je pense que je ne vais pas rentrer sur les détails de toute la loi de finances, mais j'aimerais bien retirer certains points qui sont importants. Puisqu'on parle d'un gouvernement social, à action sociale. Donc il faut voir, est-ce qu'effectivement, ceci est vérifié sur la réalité de la loi de finances. Eh bien, je peux dire que sur le plan de santé, vous savez que déjà, il y a une orientation de Sa Majesté dans ce sens, de cette couverture sociale qui est extrêmement importante. Et pour faire une généralisation d'ici le 1er janvier 2023, assurer toutes ces généralisations, c'est un travail, c'est un chantier qui est évidemment sous l'impulsion de Sa Majesté, mais que l'État, le gouvernement, a mis un budget pour sa réalisation. Évidemment, il y a une augmentation du budget de la santé de 19% par rapport au budget de l'année dernière. Il y a quand même, et ces 19%, c'est pourquoi? C'est pour faire la mise à niveau de tous les hôpitaux, aussi bien régionaux que provinciaux, que les centres hospitaliers universitaires, et la réalisation des hôpitaux de centres hospitaliers universitaires à Al Ayoun, dans les pays d'Al-Rachidia. Donc, on va avoir pratiquement 12 centres hospitalo universitaires au Maroc. Un hôpital universitaire par région. C'est extrêmement important parce que pourquoi? Aujourd'hui, dans le cadre de cette généralisation, on a besoin d'un centre hospitalo universitaire par région qui pourra gérer la santé aussi bien de centre hospitalo-régional que centre hospitalo. Ça, c'est les points forts, les points faibles? Non, je n'ai pas encore terminé les points forts. D'accord. Hein, ce n'est qu'un seul point. Les points forts, ça marche. Il y a aussi l'éducation. Aujourd'hui, il y a eu quand même, on est à peu près à 5,6 du budget de l'éducation par rapport au budget de l'État, bien que les normes internationales, c'est à peu près de 5%. Donc on la dépasse. Parce que pour dire qu'aujourd'hui, on donne plus d'action, de visibilité, selon le nouveau modèle de développement, parce qu'il a été axé sur la santé et sur le développement. Il y a aussi la prise en charge de l'État, des Eramédis qui vont totalement intégrer l'assurance maladie obligatoire. C'est 9,5 milliards de dirhams. C'est un effort considérable que l'État va payer chaque année à l'assurance maladie obligatoire. Il y a aussi une exonération de TVA d'un grand nombre de médicaments. Nous, dans nos amendements, on a demandé à ce que tous les médicaments soient exonérés de TVA, mis à part tout ce qui est vitamines et tout ce qui est les produits d'esthétique.
ainsi qu'il y a la caisse de compensation dont M. Hlimi vient d'en parler, c'est qu'il y a 36 milliards de dirhams dans la caisse de compensation. On est passé de 16 à 36 milliards de dirhams. Pourquoi? C'est pour soutenir la classe moyenne devant cette... C'est le tendre, c'est le blé tendre, c'est le gasoil, c'est l'électricité. Vous savez que l'État aujourd'hui est en train de compenser l'électricité parce qu'aujourd'hui on est en train de le faire. Donc, c'est aider les transporteurs par aide directe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces actions, ces axes, ce sont des axes que je présume que c'est des axes sociaux que l'État, que le gouvernement a pris en charge pour montrer que notre action, ça sera essentiellement axé sur le côté social. Je voudrais revenir quand même sur le plan fiscal, sur l'IS. Bon, il y a quand même une réduction de l'IS à 20% de façon progressive pour toutes les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 millions de dirhams. Ça, c'est énorme parce que ça va donner quand même une bouffée d'oxygène, ça va donner à cette relance. Et on a toujours dit que la réduction d'impôts pour les sociétés doit être conséquente. L'année dernière, c'était de 28 à 27%. On n'a rien senti de l'impact. Mais aujourd'hui, de 27%, on va descendre à 20%, on va le sentir. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec ce chiffre de 20%, on est au-dessous de la Turquie, qui est à 22%. Plusieurs autres secteurs paieront plus d'IS. Hein. Non, c'est-à-dire que pour la société qui vont être supérieures à 100 millions de dirhams, effectivement, ça va passer de 31 à 36, mais d'ici 2026. Les banques, les assurances... Bon, on ne va pas défendre les banques, on ne va pas défendre, je pense, que non, se défendent très bien. On dit simplement les choses qu'elles sont. Par exemple, il faut dire qu'il y a des baisses d'IS, mais il y a également beaucoup de secteurs. Par exemple, le secteur touristique qui, lui, va être normalisé. On a les entreprises qui sont dans les zones d'accélération industrielle qui, elles aussi, devront payer plus d'impôts. On a les entreprises qui opèrent à Casa Finance City, et je parle sous le contrôle d'un expert comptable. Là aussi, ils vont payer plus d'impôts. Donc, il y a des baisses d'IS. On parle de combien de sociétés? Parce que là, lorsqu'on parle de réduction de 100 000, de tout ce qui est inférieur de 100 millions de dirhams, c'est à peu près 300 000 sociétés. Et tout ce qui est au supérieur à 100 millions de dirhams, on parle à peu près de 300 sociétés. Si vous permettez, donc je pense qu'il y a un élargissement. Par rapport à ce point. Je termine sur ça. C'est que sur 300 000, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande tranche de sociétés qui vont en bénéficier. Par contre, les sociétés qui sont au-delà, bon, ils vont payer ce qu'ils sont payés à 36% dans un délai de, je crois, en 2026. Mais aujourd'hui, l'investissement le plus important se fait dans les sociétés moyennes. Bon, évidemment, les grosses structures, ils sont là pour aider, sont là pour se maintenir l'équilibre financier du pays. Mais quand même, lorsqu'on touche un élargissement de 300 000, je pense que c'est extrêmement important. Alors on attend Leïla Andalussi, une réaction. Oui, je voudrais réagir. Moi, je voudrais aussi poser une question rapidement avant votre réaction, Leïla Andalussi. À bénéfice exceptionnel, pourquoi il n'y a pas de taxe exceptionnelle, pour être clair? Donc là, je pose la question autour de la table. D'accord, je voudrais réagir par rapport déjà, pour ne pas perdre le fil, par rapport à ce qui a été dit sur cette fiscalité qui a été dans les taux, c'est desserré pour certains et resserré pour d'autres, notamment pour les entreprises. Et je voudrais rappeler que parmi les grandes orientations de la loi de finances 2023, il y avait la réalisation de marges budgétaires à travers la fiscalité, à travers le levier fiscal, en assurant un meilleur recouvrement. Alors que dans le nouveau modèle de développement, lorsqu'on parle de réforme fiscale, on parle d'une réforme fiscale qui ne vise pas à assurer la croissance, mais qui vise à assurer plus de justice et d'équité fiscale. Et d'ailleurs, cette loi de finances 2023, par rapport à celle de 2022, est dans la continuité. Rappelez-vous, en 2022, la récolte de l'IS était extrêmement importante, avec plus de 13 milliards de dirhams. La croissance était Pourquoi ? Non, parce qu'il y avait deux mesures importantes qui ont permis de faire entrer énormément d'argent dans les caisses de l'État, et qui étaient la suppression du taux progressif, donc on est passé au taux proportionnel, et l'institution d'une contribution à la solidarité, qui a été effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est maintenue pendant les 3 prochaines années, mais qui n'avait pas épargné aussi les sociétés de Casa Finance City et aussi les sociétés qui étaient implantées dans les zones d'accélération industrielle, comme ça a été l'année précédente. Donc, effectivement, aujourd'hui, on le sent au niveau des entreprises, on passe à un régime de droit commun
qu'il y ait un taux à terme, au terme de 4 années, de 20% pour l'ensemble des entreprises, de 35% pour celles qui réalisent un bénéfice supérieur à 100 millions de dirhams et 45% pour les grands profits, donc, enfin les grandes entreprises, notamment les institutions financières, les compagnies d'assurance, la CDG, Banque El Maghreb, etc. Mais finalement, on voit que les petites PME qui étaient à 10%, elles vont passer à 20%, puisque à partir de 300 000 dirhams jusqu'à 100 millions de dirhams, on est à 20%. Et à partir de l'année prochaine... Ce qui est trop, ce qui est peu. Ce qui est trop. Et à partir de l'année prochaine, on passe déjà à l'application de cette mesure qui Alors, est... on va laisser Adil réagir à ça, mais je peux répondre uniquement sur vous réagirez juste après la pause, parce que vous voyez-vous, le temps court, le temps file, on est déjà à la moitié de l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour continuer le débat. Merci. On démarre donc la deuxième partie du débrief orienté PLF 2023 qui est actuellement la deuxième chambre, donc à la chambre des conseillers. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Et nous en parlons avec Leila Andaloussi, experte comptable, Adil Halimi, journaliste à Finance News et Dr Zidouh Istiqlal, conseiller à la deuxième chambre. Juste avant la pause, Dr Zidouh, vous vouliez réagir sur la fiscalité des entreprises. Et je vous avais demandé d'être bref tous les trois, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Merci. Madame Andaloussi a évoqué pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000, qui vont être taxées effectivement de 10 à 20%, bien que l'année dernière, ça a été réduit à 10%, et c'était un point positif pour le gouvernement. Mais effectivement, pour cette loi, il y a des amendements qui ont été établis. Et c'est des amendements qui vont être faits par les partis de la majorité. Parmi les amendements, on demande à ce que ces 10% soient maintenus pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000. C'est le seul ajustement que je voulais... C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour ces entreprises parce que ça compense certaines choses et c'est une très bonne nouvelle. Donc si cet amendement est voté et passé. On espère. Il y a de la cohérence, on va attendre. Effectivement, je partage. Mais je veux dire proposé aussi par qui l'amendement? Pour la réalité, c'est par la majorité. Mais il faut dire aussi que le gouvernement, on est en fait d'un gouvernement qui est ouvert. Parce que lorsqu'on discute des amendements, je peux vous donner un exemple. Dans la première chambre, il y avait 200 amendements. 41 amendements ont été annulés par eux-mêmes. Il y a 47 amendements qui ont été acceptés. Ça témoigne... Mais ce sont des amendements qui n'ont pas changé en profondeur la substance et les grandes orientations. Donc on est resté... Oui, mais pratiquement, c'est des petits amendements. À mon avis, entre la première chambre et la deuxième chambre, c'est l'équilibre qui se fait. Mais en général, il y a eu 47 amendements qui ont été acceptés, aussi bien par la majorité que par l'opposition. C'est déjà bien que ce soit la majorité qui demande ça. Bon, ça aurait pu être discuté avant. Enfin bon... à l'impossible n'est tenu. Et puis, comme on dit, là aussi, on parle beaucoup de classe moyenne. Est-ce qu'il y a des dispositions phares dans ce PLF pour contribuer à l'émergence de cette classe moyenne? Je voudrais d'abord rappeler que les assises de la fiscalité nourrissaient beaucoup d'espoir. Ils ont été suivis par la loi 4 en 2021, qui effectivement avait gravé sur le marbre, à travers cette loi, des dispositions en faveur de la classe moyenne sous forme d'aménagement de la fiscalité des personnes physiques, notamment la revue du barème de l'IR et parallèlement avec un élargissement de l'assiette fiscale. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette loi de finances? Je rejoins ce qui a été dit par Monsieur Zidouh sur toutes les actions louables qui ont été entreprises par l'État et pas cette année en fait, depuis 2 ans concernant la poursuite des grands chantiers sociaux que je ne vais pas rappeler. Mais sur un plan fiscal, il y a eu quelques mesurettes, moi je dirais, qui ne sont pas suffisantes et qui laissent un peu la classe moyenne avec des frustrations. Alors, je voudrais citer les plus importantes. Il y a eu prorogation de l'exonération fiscale en faveur des employés qui intègrent pour la première fois les entreprises sur une période de 24 mois pendant les 2 premières années d'activité. Et l'entreprise peut recruter jusqu'à 10 personnes, à condition que ça se fasse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises vont recruter pour recruter? Est-ce que ce levier fiscal est suffisant s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de commande et si
on est dans un climat encore d'incertitude. La deuxième, une autre mesure, c'est une réduction de l'abattement sur les frais professionnels. Une troisième mesure, c'est le relèvement de l'abattement sur les rentes et les pensions qui passe de 60 à 70% à partir d'un certain niveau de rente. Et il y a eu aussi un amendement qui a été finalement passé concernant la déduction dans le cadre de l'achat d'un contrat d'assurance, la déduction sur le revenu imposable des frais de scolarité, à condition qu'ils se fassent avant une durée de 8 ans et avant l'âge de 50 ans. Maintenant, on aurait souhaité que cette déduction puisse se faire directement sur le revenu, étant donné tous les sacrifices de la classe moyenne et qui généralement mettent leurs enfants dans l'école privée en raison de la qualité qui n'est pas tout à fait encore aujourd'hui garantie par l'école publique. Maintenant, il y a paradoxalement des mesures qui n'ont pas été appréciées du tout, comme l'augmentation du taux d'hier sur les vacataires, les enseignants vacataires qui passent de 17 à 30%, ou cette histoire de retenue à la source. Alors, on va y arriver justement à la retenue. Je vous voyais venir à la retenue à la source, donc voilà, on va y aller. Mais juste avant, quand on parle de classe moyenne, on parle de pouvoir d'achat. Et quand on parle de pouvoir d'achat, on parle forcément d'inflation. Adil Hlimi, alors vous expliquez tout à l'heure techniquement, très techniquement, que bon, il faut relativiser un peu ce qu'on pourrait considérer comme la non-crédibilité des prévisions dans la loi de finances pour l'inflation. Bon. Ce qui est fait au niveau du PLF est fait au niveau du PLF. On a vu que par ailleurs que la politique monétaire, régie par la Banque centrale, par Banque Maghreb, a décidé un relèvement historique, parce que ça remonte à il y a une quinzaine d'années, du taux directeur. Comment voyez-vous cette politique monétaire? Est-ce que ça ne va pas aussi dans le sens de la classe moyenne pour essayer de juguler l'inflation? Tout à fait. Le raisonnement de Banque Maghreb était très simple, et c'est un raisonnement qu'on a retrouvé dans toutes les économies, dans tous les pays du monde. Pour sabrer un peu l'inflation, eh bien, on va relever le taux directeur pour réduire la consommation. Il y avait un débat parallèle autour de cette décision. Vous avez une partie des observateurs qui disaient que, étant donné que l'inflation est importée, ça ne sert à rien d'augmenter le taux directeur, puisque de toute façon, on importe du carburant qui est cher et des matières premières qui sont chères. Or, Banque Maghreb a vu ou observé ou constaté que cette inflation qui est importée commençait à se propager à de plus en plus locale. Voilà, de composantes de l'économie. Donc ça devenait local et donc il fallait sabrer les anticipations d'inflation des opérateurs. C'est ce qui a justifié cette décision. Juste un point là-dessus. Il se peut, en tout cas, c'est ce que quand on regarde le comportement des marchés financiers aujourd'hui, les marchés financiers anticipent que Banque Maghreb va bien prendre une nouvelle décision de la sorte, peut-être en décembre ou en mars prochain, une nouvelle hausse du taux directeur pour continuer à juguler cette inflation. Donc c'est ce qu'on pourra voir en décembre ou en mars prochain. Peut-être que Banque Maghreb va une nouvelle fois augmenter son taux directeur. Très bien. Alors, on va revenir à cette question d'équité fiscale avec vous, Mohamed Zidouh. On en parle beaucoup. Et bon, parmi les piliers du PLF, c'est l'amélioration des marges budgétaires. Mais ça a l'air de se faire quelque part au détriment des professions libérales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la fameuse retenue à la source dont parlait Leila Andalussi il y a un instant, alors vous êtes membre de la majorité, mais vous êtes aussi profession libérale, comment s'est vécue cette question de retenue à la source, d'équité fiscale? Vous savez, dans le cadre d'un projet de loi de finances, on ne peut pas faire que des satisfaits. C'est tout à fait normal. Dans la loi de finances, il y a une partie qui va être contente de cette loi, il y a d'autres qui vont. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est que on a toujours demandé une équité fiscale qui doit être mise en application. On a toujours demandé une stabilité aussi fiscale, parce que vous savez, la stabilité fiscale est un élément extrêmement important pour l'attractivité des investisseurs. On ne peut pas avoir chaque année cette réforme fiscale chaque année. Donc aujourd'hui, avec cette loi de finances, on a une idée qu'on aura quand même une stabilité fiscale de 4 ans. Bon. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est que
il y a eu des modifications concernant sur l'IS qui a chuté à 20% pour les sociétés, comme on a dit, qui sont inférieures à 100 millions de dirhams, et qu'on a dit qu'il touche quand même pour les sociétés qui sont inférieures à 300 000. Effectivement, il y a une augmentation du 10 à 20. Ça, c'est un amendement qui va être discuté et qui va être défendu. Et je pense qu'on pourra trouver un compromis dans ce sens. Bon, maintenant, il y a la retenue à la source qui a fait tout ce débat. Je voudrais d'abord attirer l'attention qu'on n'est pas à un moment de politiser ce problème. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, il y a le gouvernement qui est en train de discuter sur ce point-là. On est en train de faire des amendements dans ce sens-là pour essayer de maintenir un équilibre. Mais je pense quand même qu'il y a un côté qui tire la politisation de ce dossier. Nous, on a besoin dans notre pays d'une certaine stabilité politique et sociale. C'est extrêmement important. On a besoin d'une cohésion sociale. C'est extrêmement important dans notre pays, vu les circonstances et la crise internationale et la sécheresse et que les difficultés que connaît le Maroc. On doit être conscient que la cohésion sociale et la stabilité sociale est un élément extrêmement important. Maintenant, au détriment du pouvoir d'achat. Non, c'est pas politisé que de dire que quand même si on prend un retenu à la source. D'ailleurs, je suppose que Aziz Halimi et Hélène Andalousi voudront réagir, mais en tant que politique, vous ne voyez pas que c'est quelque part toucher un peu au pouvoir d'achat des gens, c'est-à-dire transférer un manque de trésorerie de l'État à la classe moyenne. C'était lorsqu'il était 20%. On avait dit que c'était énorme cette retenue de garantie. Effectivement, en tout cas, il faut qu'on sache une chose, c'est que ce qu'on va donner comme retenue à la source, c'est déductible des impôts à la fin de l'année fiscale. C'est-à-dire que, bon, maintenant, il y a une avance. Effectivement, il y a certains métiers qui vont pouvoir souffrir. Et c'est pour ça que parmi les amendements qu'on a fait, et que le gouvernement, on a senti, lors de la discussion de la haute finance, qu'il était ouverte à ce débat et à une compromission dans ce sens. C'est-à-dire que nous, on a fait un amendement dans ce sens, et probablement va être présenté au nom de la majorité, c'est de faire chuter la retenue à la source à 5% pour tout ce qui sont soumis à la taxe professionnelle, et essayer de la généraliser même pour ceux qui sont soumis à la taxation de l'IS. Bon, maintenant, avec 5%, je pense que c'est un élément extrêmement important et qui va pouvoir être payé soit par trimestre, soit par semestre. Ceci est un élément de stabilité fiscale et de vision de l'État. On ne peut pas aujourd'hui dire « Ah non, on va rejeter tout ça parce qu'on ne l'accepte pas ». Parce qu'aujourd'hui, l'État a une vision. Vous avez atténué. On ne peut pas dire, tout de suite dans une négociation, c'est qu'on doit essayer de trouver, d'arriver à une situation de telle, d'avoir une vision qui peut maintenir la stabilité aussi bien gouvernementale que pour la population, les gens qui participent, qui sont victimes, pas victimes, je corrige, les gens qui vont être soumis à cette taxation. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème ? C'est que, est-ce que l'État a une confiance vis-à-vis de ses partenaires qui paient Alors justement, c'est là où se pose la question, c'est là où je voulais vous poser la question, Hélène Andalousi, c'est sur cette question de confiance. Ce n'est pas un manque de confiance par rapport aux contribuables qui, on peut le dire, ont quand même fait, entre nous, acte d'un certain incivisme sur les années passées. Alors, je voudrais d'abord réagir par cette question de retenue à la source qui me tient beaucoup à cœur. Cette disposition a créé un malaise profond au sein des professions libérales parce que tout simplement, elle n'est pas justifiée pour les personnes morales. Des personnes morales qui tiennent une comptabilité selon le système déclaratif n'ont pas à payer, en plus des avances trimestrielles en tant qu'une avance sur l'impôt, une autre avance, et que ce soit 15, 10, 20, parce qu'au départ elle était de 20, 15 ou 10, elle n'est pas justifiée. Je suis tout à fait d'accord avec Aziz Bousta lorsqu'il dit que c'est un transfert de la trésorerie de ces entreprises vis-à-vis de l'État. Un transfert qui n'est pas justifié à un moment où les entreprises sont très peu résilientes. Vous avez des petites structures qui ne font pas 10% de marge. Et aujourd'hui, on leur demande d'avancer au préalable ces marges à l'État et de les restituer par la suite. Comment vont-elles les restituer ? C'est très lourd comme gestion au niveau administratif, au niveau gestion pour les clients, au niveau il faut demander des attestations, c'est
vraiment très compliqué. C'est un système qui n'existe pour les personnes morales nulle part ailleurs, qui va avoir un coût pour ces entreprises, qui n'est pas en phase avec cette vision que nous avons aujourd'hui, d'accompagner les petites structures, de les rendre plus compétitives et plus résilientes. Donc, on leur demande de payer un montant en avance d'impôt qui n'est pas du tout corrélé avec leur performance et qui n'a aucun justificatif. Et nous, au sein de la profession de l'ordre des experts comptables, nous avons dénoncé très vigoureusement cette disposition, étant nous-mêmes garants de la conformité fiscale. Aujourd'hui, l'État, effectivement, elle a entrepris cette mesure pour des questions de traçabilité qu'on peut comprendre pour des entités qui ne sont pas patentées, mais pour les personnes morales, cette disposition ne se justifie pas du tout et nous espérons qu'elle va être complètement supprimée à l'avenir. Aziz Halimi, toujours sur la même question. Oui, alors moi il y a 2 points. Le premier, c'est que oui, il y a de l'incivisme fiscal et oui, l'État est dans l'obligation et a le droit de corriger cet incivisme qu'on a observé, qui est connu, etc. Mais les professionnels aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils reprochent à cette mesure-là? C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de concertation, c'est arrivé comme ça, sans crier gare, et donc ils n'étaient pas préparés. Et peut-être qu'avec une concertation, on aurait pu trouver une autre solution plus accommodante pour tout le monde. Et puis il y a un deuxième sujet, et là je rejoins Leila Andalussi, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui payer une espèce de cotisation minimale en avance, des acomptes d'IS à l'avance, sans savoir exactement comment se feraient les régularisations. Imaginez que je paye plus d'impôts que ce que j'aurais dû payer, comment est-ce que l'État va me restituer? Est-ce que ce montant sera déduit de mes prochains acomptes d'IS? Est-ce qu'on va me donner un chèque, le Trésor va me donner un chèque? Donc ce sujet-là n'a pas du tout été évoqué dans les débats. Et les gens, bien, ils ont des craintes, comme ça a été expliqué à l'instant, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec ce sujet-là de la régularisation, que je paye trop d'impôts sur mon chiffre d'affaires, alors que mes marges, en réalité, auraient fait que j'aurais dû payer beaucoup moins d'impôts que cela. Et pourquoi il n'y a pas eu, justement, je pose la question à la ronde, l'effort doit être mutualisé, doit concerner tout le monde. J'ai posé tout à l'heure la question sur le fait qu'à profit exceptionnel, il y a des taxes exceptionnelles qui n'ont pas été proposées. On en parle un peu partout. Pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce que vous comptez proposer ça? Par exemple, les pétroliers ou autres? Bon, le gouvernement a amené une loi de finances. Bon, effectivement, moi j'estime qu'il fallait séparer, parce que dans chaque loi de finances, on a des modifications concernant la fiscalité. Moi, parmi les gens qui défendent pour tout ce qui est impôt, il doit être séparé de la loi de finances et qui doit être discuté au préalable s'il y a eu un changement. Parce qu'aujourd'hui, la loi de finances, lorsqu'on la discute en commission des finances, on discute sur quoi essentiellement? Sur les modifications qui ont été réalisées au sein de la fiscalité. Or, ceci aurait pu être discuté au préalable. Et en ce moment-là, avec le corps de métier, les médecins, les avocats, les experts comptables, on aurait pu avoir une vision claire dans ce sens et adopter un pourcentage qui aurait pu être accepté par tout le monde. Et en ce moment-là, la loi de finances, lorsqu'il va être discuté au sein de la commission des finances, il discutera, c'est le point fort de la loi de finances en elle-même, et non pas qu'aujourd'hui la discussion est essentiellement axée sur les modifications fiscales. Deuxième point qui est extrêmement important, que j'estime que je voulais attirer l'attention de Madame Andalussi, c'est que pour que les gens comprennent, c'est que les 10%, parce qu'aujourd'hui il y a 15 et 10%, les gens doivent comprendre, les 10% c'est pour les gens qui sont soumis à la taxe professionnelle, comme les avocats, comme les médecins, comme les dentistes, les pharmaciens. Et les 15%, c'est les gens qui sont soumis à une taxation, c'est les personnes morales qui ont une société et sont soumis au régime de la société. C'est-à-dire qu'ils vont payer l'IS et ils vont payer aussi la cotisation minimale. Et en général, ils sont soumis aussi à cette retenue de garantie. Donc, moi j'estime qu'en général, les amendements qui doivent être faits, ils doivent essayer de rétablir une équité entre tous les corps du métier, les gens qui ont une taxation professionnelle. Deuxièmement, pour ceux qui sont sur une société, il faut avoir une retenue de garantie qui peut être quand même en prenant compte de leurs dépenses et que ça doit être pas sur le chiffre d'affaires, mais sur le chiffre net. Je pense qu'en faisant une taxation dans ce sens, ce sont des amendements
en faisant ce genre de taxation sur la valeur nette, après... Vous parlez du bénéfice. Non, ça donne du bénéfice net, exactement, pas de chiffre d'affaires. Donc ça revient, finalement, c'est exactement... C'est les acomptes d'IS qui sont établis sur la base non, parce de qu'aujourd'hui, les impôts veulent avoir des entrées régulières et non pas attendre jusqu'à la fin de l'année fiscale. Et cela suppose que ces entreprises puissent calculer leur résultat net. Allez-y, après les Andalousie, après vous répondez parce que là il y a une interaction. On va rester sur ça, on va passer sur la proposition du docteur Zidou est logique, mais cela suppose que ces entreprises, certaines sont de très petite taille, soient capables de calculer un résultat net de manière trimestrielle, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça va être compliqué à gérer pour ces entreprises-là, de produire et de connaître leurs résultats nets. Et je vois mal comment l'administration fiscale pourra gérer ce sujet sur le résultat net. Alors, moi, je conteste le principe pour les sociétés personnes morales, parce que c'est déjà mis en place, ça fait double emploi avec les acomptes provisionnels qui sont calculés sur la base déjà du résultat de l'exercice précédent. Donc, ça existe déjà. Le fait de rajouter un impôt supplémentaire payé par avance. Un impôt supplémentaire. C'est quoi? C'est une avance. Non, c'est une avance. Oui, mais pourquoi? Alors, le fait... les gens vont comprendre, un impôt supplémentaire, c'est quelque chose de plus. Or, ça, c'est pas quelque chose de plus, c'est ce que vous allez payer. Bon, c'est-à-dire que... Ce n'est pas de l'équité fiscale. Ce n'est pas de l'équité fiscale de renforcer cette pression en termes de trésorerie sur des contribuables et pas d'autres. Alors, on laisse Dr Zidou répondre. Il répond au nom de pas au nom de la majorité, moi, mais de la majorité. Et je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, dans justement l'administration fiscale a quand même affûté ses armes, a renforcé son système d'information qui devient de plus en plus performant pour pouvoir détecter tous les problèmes à travers un système de regroupement. Oui. Moi, je voudrais attirer aussi l'attention d'une chose, c'est que les entrées des impôts ne couvrent que 55% des dépenses de l'État. Au moment qu'il y a certains pays, comme l'Allemagne, ils couvrent les entrées des impôts couvrent 100%. Cela veut dire aujourd'hui quoi? Moi, je suis d'accord avec Mme Endel aussi. Non, moi, je suis d'accord avec Mme Endel aussi sur cette vision parce qu'elle est tout à fait logique. Et c'est pour ça qu'il y a eu des amendements. Moi aussi, on a des amis, on a des experts comptables. Et on a senti cette amertume qu'ils ont vis-à-vis de cette loi parce qu'ils sentent qu'ils vont être pénalisés doublement. Effectivement, parce qu'eux, ils vont être taxés sur le plan de l'IS et ils vont être aussi taxés sur le régime de garantie comme personne morale et en même temps avec la cotisation minimale qu'ils doivent la payer et la contribution par trimestre. D'accord? C'est comme une société. En plus de ça, avec la taxation comme la taxation professionnelle, comme les médecins, etc. Tout dans le cadre d'une inflation quand même élevée. Oui. Mais bon, tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat est ouvert. Et sincèrement, je vous le dis parce que le débat est ouvert. C'est-à-dire qu'on n'a pas en face de nous des ministres des Finances qui bloquent totalement la discussion. C'est ça ce que je veux dire. C'est que si on arrive à un compromis qui peut maintenir cet équilibre, c'est excellent. Parce qu'on n'a pas senti que le gouvernement, ou bien que les ministres des Finances, aussi bien le ministre du Budget que la ministre des Finances, bloquent totalement la discussion sur ce plan-là. Ils nous disent que nous, on est ouverts, on peut toujours trouver un compromis. Et c'est dans ce sens qu'on travaille avec la majorité pour ces amendements. Aussi bien les amendements de 5% qu'on a dit pour les taxations professionnelles et qui vont être soit par trimestre, ils peuvent aller même par semestre. Le problème entre trimestre et semestre, ça ne leur pose pas beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il faut d'abord que l'idée soit un peu acceptée. Maintenant, le pourcentage est important de discuter. Maintenant, nous, on a senti, même l'opposition, on a senti que le gouvernement est prêt à discuter. Le débat est ouvert et je pense que les amendements vont être discutés le samedi, pas ce samedi, le samedi prochain, et ils vont être discutés et votés. Il y aura tous les amendements qui vont être proposés par la majorité. Il y a des amendements dans ce sens pour essayer de maintenir cet équilibre fiscal et cette équité fiscale. Et je pense que le gouvernement va essayer de répondre positivement ce qu'on le souhaite. Et s'ils ne répondent pas positivement à certains points, ils vont nous expliquer le pourquoi de la chose pour qu'on puisse aussi expliquer à notre population et les gens qui attendent de nous, les professionnels essentiellement. Moi, je représente le corps des médecins. Je suis obligé quand même demain de dire aux médecins pourquoi. Il nous reste très peu de temps. De dire aux médecins pourquoi. Donc aujourd'hui, si on défend les 5%, il y a des médecins qui refusent même les 5%. Mais nous, on nous dit dans le cadre d'un équilibre et d'avoir un compromis, le 5%, je pense que c'est gérable.
que c'est gérable, que ce soit par trimestre, par 4 semestres. Mais ça ne veut pas dire que les médecins, tous les médecins acceptent les 5%. Il y a des médecins qui disent que personne n'accepte ce genre de choses de toutes les manières, même à 5%, même à 2%. Rapidement, c'est parce que moi aussi j'ai une question à vous poser, docteur. Je voudrais juste vous dire qu'il faut faire attention parce que effectivement, ce manque de confiance, vous en avez parlé tout à l'heure, risque de renforcer la défiance du contribuable et le faible adhésion à l'impôt. Et donc, on finira par arriver au résultat contraire. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'à supposer même que tout soit arrangé au niveau de la deuxième chambre, il y a une deuxième lecture au niveau de la première chambre. Est-ce qu'il n'y a pas de négociation, de discussion entre deux chambres? Non, en général. Vous répondez déjà à la défiance dont parlait Andalousie, plus ça rapidement, il reste encore sur certains points, sur ces points-là, essentiellement de ces réformes qui ont été adoptées, qui ont été proposées dans la loi de finances, je ne pense pas que la première chambre aura une deuxième lecture, mais je ne pense pas qu'ils vont nous dire, ils vont nous contredire pourquoi vous avez baissé. Je ne pense pas. Ils ont le droit de veto. Non, mais ils ont le droit de faire une deuxième lecture et de dire que nous, on accepte. Mais je ne pense pas, intellectuellement, je ne pense pas qu'on a baissé la retenue à la source, par exemple, de 15 à 5%. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? On veut à 15%, on la augmente. C'est difficile. Non, je pense qu'au niveau de la première chose, ça ne posera pas de problème. Je ne pense pas que ça posera de problème. Aujourd'hui, il faut on doit savoir une chose, c'est que le Maroc est un pays avec les difficultés financières qu'il y a, avec les crises aussi bien internationales que sociales, est un pays qui est en train d'avancer. Bon, évidemment, maintenant que tout le monde doit faire de son côté, parce qu'on a besoin de nos capacités des investisseurs. Aujourd'hui, l'État, c'est le premier investisseur du Maroc, c'est 2 tiers. Et 1 tiers, c'est des investisseurs privés. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, en Turquie, 1 tiers, c'est l'État et 2 tiers, c'est les privés. C'est que les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, le pays a besoin de ses compatriotes, de ses nationalistes, pour essayer de relancer l'économie, l'investissement, et pour essayer de maintenir le Maroc dans un équilibre financier extrêmement important. Deuxième chose, et je termine sur ce point, si vous permettez. C'est fini, vous avez 15 secondes, pas plus. Je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, que la loi de finances est une loi qui est discutée, est ouverte. Ce n'est pas un truc qui doit être proposé parce qu'on veut blâmer une catégorie de personnes. Cette loi de finances, elle est faite selon des réalités du gouvernement et du ministère des Finances, mais quand même, ça reste toujours ouvert. Merci. Et que la discussion est extrêmement importante. Vous avez dit on pourra arriver l'État à une a entente. besoin d'une population qui le soutienne. La population, en retour, a besoin d'un État en qui elle fait confiance. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci Leila Andalousi. Merci Adil Hlimi. Merci Dr Mohamed Zidouh. À la semaine prochaine. Et dans l'attente, bonne chance à nos Lions d'Atlas.